Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chambre des physiciens. Encore une fois, c'est Lei et Captain Compton, pour vous servir. Et aujourd'hui, on vous refait une petite promotion pour le concours international d'astronomie et d'astrophysique, l'IAAC, auquel on est tous les deux ambassadeurs et participants. Et cette année, on a des équipes françaises. Alors on compte sur vous pour venir nombreux et participer en masse à ce concours pour que la France soit mieux représentée, que ce soit sur la scène internationale ou sur la scène nationale où on manque de participants. Merci beaucoup et place à l'émission. aujourd'hui, nous allons recevoir encore une fois un nouvel invité. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors je suis Sébastien Ménessier, je suis enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne, donc je suis physicien. J'enseigne à l'école universitaire de physique et d'ingénierie et je travaille à l'Institut Pascal, donc c'est un laboratoire, un très grand laboratoire qui regroupe à peu près 400 personnes et moi je suis responsable de l'équipe Plasma. Eh bien, merci beaucoup d'être là et de répondre à nos questions. Aujourd'hui, on s'intéresse à la physique du plasma, du coup. Alors, du coup, c'est quoi le plasma et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, par rapport à ce qu'on connaît de la matière, entre guillemets? Alors le plasma, en fait, c'est l'état de la matière qu'on devrait connaître le plus facilement, on va dire, parce que c'est les 99% de la matière connue dans l'univers. Je dis bien de la matière connue, hein, je ne veux pas parler de matière noire ou d'énergie noire, mais parmi toute la matière qu'on connaît dans l'univers, c'est 99% de la matière. Alors on connaît le solide, le liquide et le gaz. Donc si je prends un solide et que je lui donne de l'énergie, il va se transformer en liquide. Si je donne de l'énergie au liquide, il va se transformer en gaz. Donc c'est comme si le gaz stockait plus d'énergie que le solide. Donc ça, c'est les trois phases de la matière qu'on connaît bien sur Terre parce qu'elles sont prédominantes. Mais si je donne plus d'énergie au gaz, je peux encore passer une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'on sait que les électrons tournent autour des atomes ou des molécules qui sont neutres. Si j'amène de l'énergie, je peux venir arracher en fait ces électrons à la matière. Et ça, c'est ce qu'on appelle, alors c'est une première approximation, mais c'est ce qu'on appelle un plasma. Pour vulgariser la chose, on va dire qu'un plasma, c'est un gaz qui est globalement neutre, parce que j'ai toujours autant de charge plus que de charge moins, mais qui est localement ionisé, et donc qui peut conduire l'électricité. Donc on peut se représenter ça comme un gaz classique, mais avec des charges électriques libres, des électrons libres, des cations. Il peut y avoir des anions aussi. Les électrons des fois peuvent se rattachés à des molécules neutres ou à des atomes neutres. Des molécules, du rayonnement, un peu toutes les molécules, enfin toutes les particules qu'on peut connaître de façon générale, quoi. Et du coup, ce plasma, où est-ce qu'on peut le retrouver dans la nature ? Dans la nature, sur Terre, alors ça dépend ce qu'on appelle dans la nature. Est-ce qu'on veut dire sur Terre, parce que l'univers fait quand même partie, on va dire, de la nature, mais sur Terre, quand on va voir les aurores boréales, principalement, donc ça c'est des plasmas naturels. La ionosphère, c'est un plasma, c'est-à-dire qu'il y a des particules, des atomes ou des molécules qui sont ionisées par le rayonnement cosmique ou par le rayonnement solaire. Et puis donc celle qu'on connaît mieux, c'est les aurores boréales. Après on peut en fabriquer, on peut en créer sur Terre. Par exemple dans un disjoncteur, quand le disjoncteur il s'ouvre, je vais créer un arc électrique et autour donc je vais avoir de la matière qui est ionisée, donc on peut considérer comme un plasma. Sinon la plupart du temps c'est dans les étoiles, hein. C'est les étoiles qui sont formées à pratiquement 100% de plasma. Et il y a beaucoup de mythes, entre guillemets, autour du plasma. On a entendu parler pour énormément de fausses informations. Mais donc, du coup, les véritables propriétés du plasma qui intéressent l'homme dans sa recherche, quelles sont-elles? Et si vous avez des idées de mythes du plasma, quelles sont ces fausses informations? Je vais vous en dire pas mal parce que, en fait, il faut que je remonte un petit peu dans l'historique de mes recherches parce que au début, j'étudiais les plasmas de rentrée atmosphérique. Donc c'est très concret. Quand on envoie par exemple une sonde sur une autre planète, elle arrive à 27 000, 28 000 km/h, donc elle vient du vide de l'espace, et d'un seul coup elle rencontre une atmosphère. Même si elle est ténue, en fait, l'énergie, l'onde de choc qui est apportée mécaniquement par la rentrée atmosphérique, elle va chauffer le gaz de l'atmosphère et créer un plasma. Et donc ce plasma, il a des propriétés de rayonnement chimiques qui ont changé aussi, qui peuvent détruire les boucliers thermiques. Donc nous, il y a une dizaine d'années, j'étais sur la mission Schiaparelli, donc ExoMars,
Et on recrée des plasmas de type martien en laboratoire. Donc on prend du CO2, du N2, on le transforme en plasma et on regarde ses propriétés surtout radiatives pour voir après quel va être le flux radiatif sur le bouclier thermique pour voir si ça va détruire la sonde ou pas. Et ça nous permettait de dimensionner l'épaisseur du bouclier thermique. Et on s'est rendu compte aussi que les plasmas, en fait, on dit des plasmas thermiques. C'est des plasmas qui sont à 4000, 6000, 8000 degrés. On peut même monter à des plasmas de 10 000 degrés en laboratoire. Mais ça a des propriétés chimiques qui sont très très intéressantes. Alors à un moment, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces propriétés chimiques, comment on pourrait les utiliser pour autre chose que ce qu'on fait sur Mars ou on a travaillé sur Titan, sur Jupiter, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas la médecine ? Est-ce qu'il y a des applications médicales ? Donc la chose qui est venue à l'idée tout de suite, c'est peut-être le cancer, parce que c'est une maladie quand même très grave, on a du mal à soigner. Et donc le problème, c'est que si on met du plasma sur une cellule cancéreuse, on se dit il y aura plus de tumeurs, mais il y aura plus de patients non plus. Et donc là, on a réussi à développer des plasmas qu'on appelle froids. C'est-à-dire qu'on arrive à garder les propriétés physiques du plasma, mais en diminuant la température. Donc on passe de milliers de degrés à température ambiante. Donc dans mon laboratoire, là, on fait des plasmas qui ont des propriétés chimiques très intéressantes, mais que je peux toucher. Du coup, c'est comme si vous aviez la même phase que ce qu'il y a à l'intérieur d'une étoile, mais que vous pouviez toucher avec vos doigts. Dans mon laboratoire, c'est ce qu'on fait. Et donc, on a vu que, par exemple, si on fait un plasma d'air, alors je vais vous épargner les détails, mais c'est plus ou moins facile de faire des plasmas en fonction des gaz. C'est plus ou moins facile d'arracher des électrons. Si j'ai des gaz avec des molécules, j'ai une partie de l'énergie que je vais amener qui va servir à casser les molécules et pas forcément à ioniser. Donc j'ai pas toute l'énergie qui va servir à ce que je veux faire, ioniser, etc. Mais on va se servir de plasma d'hélium, des gaz qui sont très plasmagènes, qui font des plasmas facilement, qu'on va lancer dans l'air. Et puis on va créer un plasma hélium-air. Et là on va créer ce qu'on appelle des ROS ou des RONS, c'est-à-dire des radicaux à base d'oxygène et d'azote, qui sont très très réactifs et qui ont des temps de vie de l'ordre de la nanoseconde ou des microsecondes, qu'on va pas retrouver dans les solides ou dans les liquides. Et donc nous, depuis 2019, j'ai un gros projet qui est financé par l'Institut national du cancer, où justement on va venir appliquer ces plasmas froids sur des cellules cancéreuses de la prostate, et on a montré qu'on avait des super résultats. C'était que non seulement on tuait les cellules cancéreuses de la prostate, et que les cellules saines de la prostate, elles étaient un petit peu préservées. Alors je dis un peu parce qu'il y a un effet dose, mais avec la bonne dose de plasma, on est capable de tuer les cellules cancéreuses de la prostate et de préserver les cellules saines. Donc depuis quelques années, alors il y a moi et toute la communauté qui développons ce genre de choses, et on a vu justement déboucher avec ça tout un tas de théories bullshit autour du plasma médical. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui se dit docteur à Cournon qui propose des services de plasma froid. Alors je crois que c'est pour les rides ou des choses comme ça, c'est pas forcément pour les maladies très graves, mais on commence à avoir le package de bullshit autour de cette discipline. Avant c'était surtout le magnétisme. Après, une fois les gens on commence à bien comprendre le magnétisme, souvent les charlatans ils partent souvent sur un concept physique qui existe, mais que les gens comprennent pas bien. Donc quand on comprend pas bien, on a toujours l'impression que c'est un peu magique. Après le magnétisme, c'était le quantique. Donc là on commence à parler de médecine quantique, etc., où on a un petit peu tout et n'importe quoi. Et là on a aussi, je sais pas si vous avez vu l'émergence des médecines tachyoniques. Et le plasma froid, il commence à émerger. Ça veut dire aussi que du coup, ça veut dire aussi que notre chose se développe et commence à être connue. C'est le mauvais pan de la chose, du succès, mais ça va avec. Mais au moins, ça sauve des vies et on voit que ça a des bonnes applications, en tout cas en médecine. Et d'ailleurs, en regardant par rapport à Monsieur Busato qu'on a eu très récemment, on a parlé de tout ce qui est radiothérapie et hadrothérapie pour ce qui est du cancer. C'est deux choses qui sont complémentaires ou soit l'une soit l'autre? Après, pour la lutte contre le cancer, il va pas y avoir de solution miracle. Il faut mieux avoir toute une batterie d'armes qu'on peut utiliser en fonction des situations, et puis après les mélanger ou les rendre complémentaires. Pour le cancer de la prostate, ce qui est le mieux, c'est de faire une ablation de la prostate.
Et le plasma, il peut venir nettoyer ce qu'on appelle les marges. Parce que le problème, c'est que pour être sûr qu'il n'y ait pas de reste de tumeur, on va enlever une plus grosse partie autour de la tumeur. Et des fois, on va enlever des fonctions. Surtout que la prostate, des fonctions, l'érection, etc. Donc il peut y avoir d'autres problèmes à côté, notamment psychologiques de la personne, parce qu'elle n'a plus d'autres fonctions à cause de l'ablation. Donc ce qu'on peut faire avec le plasma, c'est de vraiment faire une ablation très très proche de la tumeur et de venir nettoyer ce qu'on appelle les marges avec le plasma. Après, peut-être qu'on pourra faire ça la même chose avec l'hadrothérapie ou un peu de radiothérapie. Donc je pense pas qu'il y a de solution miracle, mais le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça permet aussi d'avoir des thérapies qui soient les plus flexibles et puis qui dépendent aussi du patient. Il y a des gens qui vont pas supporter la chimio, à laquelle on pourrait faire que du plasma ou de l'hadron. Il y a aussi l'immunothérapie maintenant. Il y a beaucoup de choses qui émergent dans la lutte contre le cancer. Oui, donc ça dépendra forcément du contexte et du patient, et sa sensibilité à telle ou telle méthode. Et nous, ce qu'on développe là, on a développé tout sur la prostate, parce que par opportunisme, il y a des gens autour de Clermont qui sont spécialistes de la prostate et qui ont des cellules saines de la prostate. Donc ensuite là on va ouvrir avec d'autres personnes que je connais on va regarder sur le sein, sur les poumons, l'intestin, pour voir si les mécanismes qu'on a déterminés avec le plasma, on peut les étendre à d'autres pathologies, enfin à d'autres cancers. Autrement, hormis ces applications médicales, quelles autres applications il y aurait au plasma ? Plasma, il y en a beaucoup, parce que là je vous ai parlé de plasma froid. Donc le plasma froid, on a des applications qui sont très, on va dire, chimiques. C'est la chimie qui va nous intéresser. On peut faire des plasmas thermiques. Là c'est vraiment l'énergie thermique qui nous intéresse. Par exemple, on peut, avec des torches plasma, donc on peut monter à des températures de 6000 ou 8000 degrés. On peut par exemple faire si vous avez de l'amiante, vitrifier l'amiante, qui est dangereux, et la transformer, la vitrifier. Donc ça existe déjà. On prend de l'amiante, on la met dans du plasma, on la monte à 8000 degrés. On va en faire des choses qu'on va pouvoir mettre après dans les trottoirs, qui seront inoffensives mais qu'on va pouvoir revaloriser. Qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques années justement sur les plasmas thermiques aussi, c'est qu'on peut faire de l'hydrogène. Donc quand on fait un plasma de vapeur, donc H2O, j'amène de l'énergie, je peux casser les molécules et puis faire de l'hydrogène et de l'oxygène sous forme atomique, que je peux ensuite recombiner sous forme de H2. Donc là, ça a des applications pour la mobilité, pour l'énergie, pour le stockage. Je peux stocker de l'énergie de surplus d'éoliennes ou de photovoltaïque en mettant de l'énergie dans une torche plasma et mettre cette énergie-là pour transformer H2O en H2, ça me fait un nouveau combustible. Je travaille aussi avec les plasmas froids. Je suis sur un projet là en agronomie. On a montré que le plasma froid aussi sur les plantes, ça leur permettait de faire du priming, c'est-à-dire que, alors c'est pas comme un vaccin, mais on leur met un stress qui est oxydatif, qui est lié au plasma, et donc les plantes se défendent et elles gardent en fait en souvenir cette défense si ensuite il y a un autre stress, par exemple le stress hydrique ou des températures trop fortes, c'est ce qui va arriver forcément dans les années à venir. Et le plasma, oui, on peut l'étudier pour pas mal de choses, on l'étudie dans tout ce qui est maladie, même maladie de peau. Je parlais des disjoncteurs tout à l'heure, en fait, aussi il y a de la grosse physique des plasmas pour étudier les disjoncteurs. Quand le disjoncteur s'ouvre, par exemple si vous passez d'un courant de 10 ampères à 0, vous vous rendez bien compte que dans la nature, c'est rare, en physique, on passe d'un état 1 à 0 sans transition. Donc là, je passe de l'état 10 ampères à 0 ampères via un arc électrique quand les deux contacts s'ouvrent. Et donc là, je vais créer un plasma, et dans votre disjoncteur, vous avez un plasma quand ça s'ouvre. Et le plasma, il est à 7000, 8000 degrés. Donc à l'intérieur, il y a toute une technologie autour de la physique des plasmas qui permettent de pouvoir, entre guillemets, casser l'arc électrique et de faire de l'évacuation d'énergie thermique. Alors je dois sûrement oublier des applications, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bien sûr, mais du coup on a vu les applications sur Terre pour les hommes, mais dans la recherche, on a beaucoup de recherches sur l'astrophysique, la cosmologie en général. On a vu que une étoile, c'est quand même beaucoup de plasma. Donc
l'étude du plasma pour pouvoir étudier l'espace, que ce soit en cosmologie ou en astrophysique, je suppose que c'est très étudié. Dans quel contexte ça peut nous amener à avoir des informations importantes sur les étoiles ou même sur l'univers qui nous entoure? Oui, alors les plasmas, on les étudie depuis le 19e siècle, où il y a la spectroscopie qui a été inventée, donc c'est là qu'on a commencé à observer ce qu'il y avait dans les étoiles, donc on a découvert que c'était du plasma, on a pu calculer les températures par la spectroscopie. D'ailleurs l'hélium, vous le savez que ça a été découvert sur le Soleil avant d'être découvert sur Terre. Donc après là, c'est vrai qu'au niveau vraiment de la physique des plasmas stellaires, on a quand même à peu près fait le tour. Là, il y a d'autres choses qui sont un peu plus, on va dire, différentes du plasma lui-même. C'est qu'après, on va avoir les fusions thermonucléaires qu'on va étudier. Le lien entre le plasma des étoiles et ce qu'on fait sur Terre aussi, peut-être une application que j'ai oubliée, c'est ITER. C'est que ITER, on essaye de faire un plasma vraiment comme à l'intérieur du Soleil. On veut faire de la fusion thermonucléaire pour créer de l'énergie. Peut-être que la connaissance même de la fusion thermonucléaire dans les étoiles ou dans l'univers se fera peut-être avec un modèle, on va dire, terrestre qui serait ITER. Donc on a un tokamak. Pour ceux qui nous suivent, on a déjà parlé d'ITER dans une précédente vidéo. Pour ceux qui tomberaient sur la vidéo par hasard, on rappelle le projet ITER, c'est un projet dans le sud de la France qui vise à refaire ce qui se passe dans le Soleil, c'est-à-dire une fusion, pour pouvoir produire de l'énergie à la place des centrales nucléaires actuelles qui font de la fission. Et c'est sûrement le projet le plus avancé, en tout cas dans ce domaine-là actuellement. Alors c'est un projet qui dure depuis longtemps. D'ailleurs il y a des gens qui font un peu le reproche parce que ça fait beaucoup d'argent, mais c'est on va dire du high risk high gain. Il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans, mais à la fin, le résultat il peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'avec très très peu de matière, on peut faire beaucoup d'énergie. Alors on a fait beaucoup de progrès. Avant, on n'arrivait même pas à allumer le plasma. Maintenant, on arrive à le faire perdurer plusieurs dizaines de secondes. Donc c'est une technologie qui devrait aboutir. J'avais rencontré le président donc, de ITER peu de temps avant sa mort. L'ancien directeur, qui disait que pour lui en 2030 ou 2035 ça devrait être fait. Donc c'est très très proche. On n'a plus que 4 ans pour réussir. Alors c'était selon lui, après c'était dans un colloque, etc. Donc il y a toujours des effets d'annonce des fois, mais je pense que quand même ça progresse bien. De ce que j'ai compris, on a eu le premier, c'était l'année dernière je crois qu'il y a eu la première fusion à bénéfice et pas à coût du coup. Ah ouais. Donc on a on a eu vraiment on a vraiment une fusion positive où on gagne de l'énergie plus que ce qu'on en a donné. Et donc ça montre que le projet est quand même en très bonne aura. Et pour revenir du coup sur le plasma, du coup le plasma c'est quand on a une molécule et qu'on la détruit totalement après qu'on ionise les atomes qui sont... Alors dans un plasma thermique, alors sur les définitions, quand on dit plasma froid, c'est que le gaz est froid mais les électrons sont chauds. Normalement on parle plus de plasma hors équilibre. Si vous voulez, c'est qu'on peut donner une définition de température à n'importe quelle classe de particules, les électrons, les atomes, etc. Donc quand on a un plasma thermique, ça veut dire que les électrons et les lourds, ce qu'on appelle les lourds, tout le reste, à part les photons, en fait ils ont la même température. Ça veut dire qu'ils sont en équilibre thermique. Et les plasmas chauds, c'est un peu différent aussi des plasmas thermiques, c'est que c'est des plasmas thermiques mais à des températures très très élevées. Donc ITER c'est plasma chaud, dans les étoiles c'est plasma chaud. Les plasmas qu'on fait à 6000, 8000 ou 10 000 degrés dans les laboratoires, c'est des plasmas thermiques. On pourrait presque dire plasma thermique froid, parce qu'à l'échelle des plasmas, c'est pas très très chaud, 8000 ou 10 000 degrés. Les plasmas froids, voilà, c'est un déséquilibre entre les températures électroniques et les températures des lourds. Du coup, je sais plus de quoi on était parti sur la question. On était parti de, du coup, le plasma en général, ça part de molécules. On y ajoute de l'énergie pour casser les liens entre les atomes. Alors, au début, on va plutôt déjà ioniser. C'est-à-dire, on va pas forcément casser les liens. Si vous voulez, comment on les crée dans un laboratoire, c'est que on va créer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut amener de l'énergie. Donc, soit c'est de l'énergie thermique, soit c'est de l'énergie radiative, soit c'est du travail électrique. Moi, dans mon laboratoire, on va utiliser des tensions.
C'est-à-dire qu'on va mettre un gaz dans une différence de potentiel. On va attendre, parce que c'est exactement ce qui se passe, qu'il y a un électron qui existe déjà, un électron libre, qui existe déjà dans l'atmosphère, soit accéléré par le champ, et qu'en fait, il vienne rentrer en collision avec les autres atomes pour venir libérer un autre électron. Donc cet autre électron va accélérer aussi, et puis potentiellement, ça peut créer une avalanche électronique. Donc en fait, là, au début, l'énergie, elle est donnée aux électrons. Après la transformation du gaz, elle va se faire via les électrons, c'est-à-dire l'interaction électron-molécule, électron-atome. Et donc après, c'est un peu subtil, mais quand un électron va rencontrer une molécule, il peut donner son énergie à différents, ce qu'on va appeler modes énergétiques. Dans une molécule, on va parler de plusieurs types d'énergie. L'énergie de translation, son énergie cinétique. Il y a l'énergie qu'elle a de vibration, donc ça c'est ce qu'on appelle les modes vibrationnels. Et puis aussi rotation, donc ça c'est les modes rotationnels. En fonction des caractéristiques, ce qu'on appelle du champ réduit, c'est-à-dire du champ électrique que je mets et de la quantité d'électrons que j'ai par volume, en fait l'énergie va être donnée différemment au mode vibrationnel, rotationnel ou translationnel cinétique. Donc c'est ça qu'il faut que dans un plasma froid on contrôle pour que les électrons, ils donnent pas beaucoup d'énergie cinétique, mais qui donnent par exemple beaucoup d'énergie vibrationnelle. Si je donne beaucoup d'énergie vibrationnelle, là je vais réussir à décomposer la matière plus facilement. Parce qu'en fait, la décomposition ou la dissociation, si on joue sur les modes vibrationnels, je prends les molécules, si je les fais vibrer de plus en plus fort, elles s'arrachent entre guillemets. Tandis que si je donne beaucoup d'énergie rotationnelle, elle va tourner. Je peux l'arracher si à un moment la force centrifuge elle est très forte, mais c'est beaucoup moins efficace que de jouer sur les modes vibrationnels. Donc en contrôlant ça dans nos plasmas, on peut focaliser l'énergie sur les modes vibrationnels pour arracher les molécules, pour créer soit des cations, soit des radicaux. Quand je vous parlais du cancer tout à l'heure, nous on va former des choses qui sont plus complexes. On va former du HO, on va former H2O2, de l'eau oxygénée dans le plasma. On va former des NOx, donc de l'oxygène mélangé avec de l'azote, et tout ça qui ont des propriétés qui sont très intéressantes justement pour les applications dont on a parlé, notamment médicales et agronomiques. Si vous avez un plasma très thermique, en fait vous emmenez tellement d'énergie que vous allez amener de l'énergie aux vibrations, mais vous allez tout casser. Et en général, si vous faites un spectre d'émission d'un plasma thermique, vous voyez que de l'atomique, vous voyez pas de ce qu'on appelle de bande moléculaire. Si je prends un plasma par exemple d'eau, je vais voir H et O, c'est tout. Ou un plasma d'air, N et O, et puis c'est tout. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. On approche lentement de la fin de l'épisode. Ça passe très très vite. Il nous manque toujours des choses à dire. Mais du coup, comme à la fin de chaque épisode, vous commencez à connaître, pour ceux qui nous suivent, il y a la question phare pour notre chercheur. Du coup, quel titre donneriez-vous à cet épisode ? Faut que ce soit en lien avec les plasmas déjà, j'imagine. Faut que ce soit rigolo ou... Au choix, on a eu un peu de tout jusqu'à maintenant. Le but est que ça vienne de vous. Faudrait que je trouve un truc rigolo avec plasma froid ou plasma chaud à la fin. Ils sont fous ces plasmas. C'est une présentation que je vais faire pour le festival Pint of Science qui s'appelle comme ça, donc je vais reprendre le titre. Oh, super. Donc en mai, il y a... CA Pint of Science, c'est un festival de sciences qui va se passer dans les bars en mai. Et donc je vais présenter justement ça avec mon ancien thésard avec qui on avait travaillé sur le cancer de la prostate. En tout cas, merci beaucoup à monsieur Sébastien Ménossier. Merci à vous d'avoir participé. Avec plaisir. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés aussi. Et n'oubliez pas, rejoignez-nous. Petit mot de la fin pour monsieur Sébastien Ménossier. Merci à vous, et puis effectivement, rejoignez-les, et puis faites de la science. Et puis combattez, justement on a parlé des fake news, c'est qu'en apprenant ce que c'est que la science, que en fait on arrive à combattre tout ça. Donc rejoignez le mouvement.